Je pense que la crise de sens, c'est effectivement se poser la question, à quoi ça sert ? À quoi ça sert d'être sur cette planète ? À quoi ça sert d'être en vie ? À quoi ça sert cette civilisation ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Toutes ces activités-là, ça sert à quoi ? C'est pourquoi faire ? Revenir dans le présent, c'est la seule solution en fait. Profiter de ce qui est en train de se produire, laisser la vie me traverser. Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. On pourrait se dire que la poésie ne peut rien, ne sert à rien, tout juste un bel ornement. Car que peuvent les vers de Rimbaud face aux chars de Poutine ? Que valent les trésors délicats d'Emily Dickinson quand le climat se dérègle, que les forêts brûlent, que l'eau vient à manquer ? Rien. Et tout à la fois. Car c'est de piétiner la poésie que ce monde est malade. D'ériger des tours, de construire des parkings, d'aligner des hangars. De mobiliser nos yeux, nos sens, sur des myriades d'écrans, de caresser à longueur de journée de petites plaques de verre rétroéclairées plutôt que des pots, des écorces, des ruisseaux. Ce que nous perdons aujourd'hui, sous les coups de butoir de la croissance et de la compétitivité, c'est la poésie du monde. Ces mots, ce sont ceux de Cyril Dion, parce que oui, il est aussi poète. Il fait partie intégrante du paysage médiatique avec son engagement écologique, militant, auteur, réalisateur. Il engage autant de projets qui réparent le monde, et le répare à lui aussi. Avec sa poésie, il nous invite avant tout à faire du vide pour que l'espace puisse émerger. Il questionne les résistances face au temps long, l'aliénation de nos conditionnements, le présent comme seul état qui existe. Pour lui, la crise écologique est une crise spirituelle, et arriver à plonger dans du temps profond est aujourd'hui une urgence. Est-ce que ça sert encore à quelque chose d'alerter sur les enjeux climatiques ? Par les temps qui courent, comment garder espoir ? Qu'est-ce qui, dans l'art, reconnecte à ce qui donne du sens à une vie ? C'est autant de questions que Cyril Dion se pose, et autant de réponses qu'il nous partage dans cet épisode. Avec lui sur Nouvel Œil, on parle de poésie, de présent et de réparation. J'espère que cette écoute t'invitera à faire du vide pour que l'espace émerge. Je vais pas y arriver à le faire tenir. Bon, comme ça sera très bien. Pour autant, est-ce que vraiment l'avoir, ça change grand-chose ? C'est ça la question. Allez, c'est parti. Bonjour Cyril. Bonjour. Merci de prendre ce précieux temps au milieu du tumulte et des sollicitations. Je suis très touchée de te tendre enfin mon micro jaune. Je sais que tu apprends à dire non de plus en plus. Exactement. Donc, merci d'avoir dit oui. J'ai eu une formation. Par ta psy, il me semble. Bon, aujourd'hui, on ne cherche même plus à te définir par un métier ou par une casquette. Cyril Dion, ça suffit pour savoir qui tu es. Mais pour celles et ceux qui peut-être te découvrent, on peut te présenter comme réalisateur, auteur, poète, écologiste, militant. Tu portes ton engagement dans la sphère politique, artistique, médiatique, où que tu puisses le porter. Et aujourd'hui, on se retrouve à Change Now. Donc je me demande comment est-ce que tu te sens dans ce genre d'événement où il y a beaucoup de sollicitations. J'aime pas. J'aime pas venir dans des endroits comme ça. Là, honnêtement, ça fait des années que Change Now me demande d'intervenir et que je dis non à chaque fois et j'ai cédé. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sympas et que je suis faible parfois. C'est vrai. Non, et honnêtement, j'aime pas ça du tout. J'aime pas quand il y a plein de monde partout. Et puis pour moi, c'est devenu contraignant, ces endroits. Parce que en fait, je me balade, je me fais arrêter toutes les 2 minutes. Les gens sont adorables. Ils viennent me dire merci, que ce que j'ai fait, souvent demain, le petit manuel de résistance animale, que ça a eu un impact sur leur trajectoire de vie, donc c'est trop mignon. Mais très souvent aussi, c'est des gens qui veulent me parler de leur projet. Donc ils commencent à me raconter, c'est-à-dire qu'il y a pas de notion de consentement, a priori. Et puis après, ils me disent, est-ce qu'on pourrait se prendre un moment, je peux vous écrire, et puis on pourrait prendre un café. Et j'essaie de leur expliquer, et de leur dire, mais en fait, vous vous rendez bien compte qu'à chaque fois que je vais quelque part, j'ai 30 personnes qui me proposent de faire ça. Donc soit j'arrête de travailler, et je prends des cafés avec tout le monde, pour écouter les projets. Soit, en fait, je continue à faire ce pourquoi, a priori, vous m'appréciez.
C'est-à-dire que si vous m'appréciez, c'est parce que je fais des films, j'écris des livres, je porte des projets et que c'est ça qui vous inspire. Donc laissez-moi le temps de le faire. Ce serait quand même hyper Mais ils drôle. le comprennent quand tu leur expliques. Mais pas toujours. Mais c'est hyper drôle parce que parfois, c'est bien de se décaler pour se rendre compte de l'absurdité de la situation. Mais j'ai un copain qui s'appelle Rover, enfin c'est son nom de scène, qui s'appelle Timothée, qui est un chanteur. Et une fois, il est venu comme ça à une conférence et il a vu le cirque à la fin. C'est-à-dire tous les gens qui viennent me dire ah j'ai un projet, j'ai un truc, et il me disait mais tu te rends compte, c'est comme si moi je sortais de concert et que tous les mecs arrivaient avec leur bande démo et leur casque et qui me disaient hey mec, en fait j'ai fait un morceau, je voudrais te faire écouter. Il dit tu te rends Ouais. compte? Et je dis mais c'est exactement ça. C'est exactement. Et donc c'est vrai que parfois j'essaie de placer les choses comme ça en disant quand vous sortez d'un concert, vous n'allez pas voir genre, je sais pas, Clara Luciani pour lui faire écouter votre chanson et lui dire on va se prendre un café pour que je vous explique. Bon bah c'est un peu pareil, oui. Mais aujourd'hui, tu apprends quand même à mettre cette limite-là aussi et à poser tes limites. Bien sûr, bien sûr. Bah, j'ai commencé quand j'ai fait Demain, parce que Demain c'était tellement donc Demain c'est un film qu'on a fait avec Mélanie Laurent qui est sorti il y a presque 10 ans En 2015 en décembre 2015, qui a eu beaucoup plus de succès que ce qu'on aurait imaginé, puisqu'il a fait 1 200 000 entrées en salle. Il est resté 40 semaines à l'affiche. Il est sorti dans 30 pays. Il est eu un César. Et donc, j'ai fait une tournée pendant presque 2 ans pour accompagner le film. Donc, j'ai dû aller dans peut-être 200 villes, dans 22 pays. Et donc, au bout d'un moment, j'avais compris, parce que je découvrais, moi, ce truc, des gens qui venaient me parler de leur projet. Et donc, à la fin des débats, parce que je faisais des débats après les projections des films, je terminais le débat en disant alors, si vous avez un projet, c'est génial, je vous encourage à fond, faites-le. Si le film vous a donné de l'énergie, c'est merveilleux, mais c'est absolument pas la peine de venir m'en parler. Et de temps en temps, il y a des gens qui venaient quand même. Et je disais mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de venir me parler de votre projet là? Oui, mais non, mais c'est parce que, en fait, c'est un jardin. Vous êtes en train de le faire. Et parfois, ils peuvent pas s'en empêcher. Tu dis non. Et en fait, c'est vraiment, c'est pour ça que je parlais de consentement. Il y a un truc de ça. Et moi, je le révèle pas là parce que j'en ai déjà parlé plein de fois, mais moi, je me suis fait violer quand j'étais petit. Donc, je suis particulièrement sensible à ça. Et en fait, ce truc de poser les limites, je suis en train d'écrire un livre d'ailleurs qui s'appelle Sans limites, qui parle de ma relation aux limites et qui parle de cet événement-là. Et donc, ma relation aux limites est très distendue, c'est-à-dire que j'ai du mal à mettre des limites parce que, ayant vécu ça petit, en fait, c'est comme si on explosait toutes les limites tout de suite. Et donc, après, c'est compliqué de reconstruire quelque chose où on est capable de mettre la limite au bon endroit. Et donc, j'ai mis vachement de temps, énormément de temps. Et donc, je vis toujours ça comme une forme d'intrusion et de violence, justement, où parfois il n'y a pas de consentement. C'est-à-dire, j'arrive, je te parle de mon truc, je rentre dans ton espace vital et je te demande pas ton avis, en fait. Je te demande pas si ça te va. Je te demande pas si, là, je suis en train de te parler depuis 5 minutes et de te prendre en otage. Est-ce que tu as encore de la bande passante pour m'écouter? Et ça me paraît fou, ça. Et à la fois, cette visibilité, cette reconnaissance, on va en reparler après, mais tu l'as aussi cherché quelque part, en voulant jouer le rôle du sauveur, le super-héros, pour réparer des choses en toi qui peut-être étaient abîmées. On va en parler plus tard. Mais il y a une question que je pose à tous mes invités en introduction. Qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui? Non, elle est bien, cette question. J'ai l'impression que la vie m'a appris que il n'y a que le présent qui existe. Moi, je suis très anxieux. Et donc, j'ai effectivement une psychiatre dont je parle tout le temps. D'ailleurs, l'autre jour, je lui ai dit, vous savez que je parle tout le temps de vous? Elle m'a dit, ah bon? Je dis, mais oui, je raconte tout ce que vous me dites et tout. Mais c'est super. Et ça veut dire que ma parole sort du cabinet? Je dis, mais oui. Donc, je lui envoie les chroniques que je fais sur France Inter où je parle d'elle et tout. Elle est là, mais c'est incroyable. Et l'anxiété, c'est vraiment une anticipation anxieuse du futur. C'est d'imaginer que le futur va mal se passer, quoi. Parfois, sans raison, d'ailleurs. Et je fais un métier, en tout cas, je m'intéresse à des sujets, là par exemple le climat, où a priori, il y a quand même de très fortes raisons d'avoir des anticipations assez anxieuses du futur. Et donc d'une certaine manière, pour me sortir de ça, pour me soigner de l'anxiété, c'est-à-dire trouver comment faire pour vivre avec ça, j'étais obligé de comprendre que revenir dans le présent, c'est la seule solution en fait. Donc revenir dans le présent et être pleinement là, et ce qui est très difficile pour moi, parce que mon cerveau a tendance à se barrer dans tous les sens.
et profiter de ce qui est en train de se produire, hein. Laisser la vie me traverser. Ça peut marcher avec la respiration, l'art justement, la poésie, les gens, je sais pas, faire l'amour, un paysage incroyable, tous les trucs qui ramènent vraiment à ici et maintenant. Les Et est-ce que enfants. cette disposition d'être, finalement, elle se travaille avec le temps? Est-ce que tu arrives à la modeler et est-ce que c'est de plus en plus simple pour toi d'accéder à ce présent? Ouais, ça se travaille, hein, ça c'est sûr. En fait, c'est presque plus une gymnastique de pensée. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand tu médites, tu peux pas t'empêcher d'avoir des pensées qui traversent ton cerveau, mais tu peux savoir qu'elles vont le traverser et du coup lâcher prise. Bah là, c'est pareil, hein. C'est pas toujours facile pour moi d'arrêter d'être anxieux ou d'arrêter d'être dispersé, mais je le sais. Mm. Et donc, je peux me dire à ce moment-là, ok, respire, reviens là, maintenant, tout de suite. Ok, de quoi tu as envie là? Qu'est-ce qui va te faire du bien? Qu'est-ce qui va te reconnecter à ici et maintenant? Et le faire. Et puis après, bah, j'ai appris aussi les choses qui marchent pour moi. C'est comme pour écrire. Moi, le combat vraiment de ma vie, c'est la concentration. C'est-à-dire que, mais pour tout le monde, je crois. Tu dis que la difficulté à se concentrer aujourd'hui, c'est le mal du siècle. Moi, je suis obsédé par ce que les smartphones, les réseaux sociaux ont fait dans la fragmentation de notre attention. Ouais, parce que scrolling kills, je le dis pour ceux qui ne voient pas derrière ton téléphone. Et c'est vrai. Enfin, kills, en tout cas, la capacité de concentration, de présence. Et les relations humaines, et le temps. Ouais. Et c'est la fille qui a fait cette série anglaise super, Fleabag, qui dit finalement écrire des scénarios, c'est 1% de talent et 99% de combat contre les réseaux sociaux. Et c'est vraiment ça, quoi. Je, je bataille en permanence. Je pense que j'ai. Enfin, ma psychiatre pense que j'ai des troubles de l'attention. En plus, je me suis pas fait diagnostiquer, mais pour arriver à plonger dans du temps profond. Et en fait, pour écrire, c'est ça, c'est essayer de se mettre dans un état qui fait qu'on va pouvoir être traversé par des choses qui nous échappent. Donc ça demande d'être dans un état particulier qui n'est pas compatible avec se déconcentrer toutes les 2 secondes pour aller checker un truc sur Instagram, pour répondre à un coup de fil, pour avoir l'esprit qui part dans tous les sens. Et ça, c'est vraiment ma bataille, quoi. Et donc, tu te mets dans des dispositions particulières quand tu écris? Est-ce que tu coupes ton téléphone, tu te mets à la campagne ou Là, par exemple, le livre que j'écris, qui est un récit plutôt intime et tout ça, ouais, il a fallu que je m'isole. Donc je suis parti, pour l'instant, je suis parti 3 fois une semaine, effectivement, dans une maison qu'un copain m'a prêtée à la campagne, pour en fait avoir du temps long. C'est-à-dire que je sais que sur une journée, j'ai 3 heures d'écriture utile, vraiment. Et que j'ai besoin justement que les choses travaillent en arrière-plan dans mon cerveau et donc d'avoir du temps de rien, du temps où je peux rien faire, où je peux tourner dans la maison, lire un peu, aller me balader, et simplement en fait faire du vide pour qu'il y ait quelque chose qui puisse émerger. Et quand je suis chez moi, bah oui, idéalement, j'ai essayé plein de stratégies différentes, hein. Mettre le téléphone dans une autre pièce, évidemment, parfois même couper le Wi-Fi, ouais, ce genre de trucs. Ou alors partir et aller dans un café ou... Et bon, maintenant, avec les téléphones, si j'ai mon téléphone sur moi, ça marche pas toujours, mais quand même, parfois, le bruit et le monde me concentrent, paradoxalement. Mais parfois, ce temps long, justement, on y aspire, on le veut, on le cherche. Et une fois qu'on l'a, on a quand même des formes de résistance qui nous évitent de nous en saisir alors même qu'il est là. Quand toi, tu te retrouves une semaine avec ce temps-là en face de toi, est-ce que tu observes des réactions personnelles qui peut-être t'étonnent? Ouais, De ouais. l'agitation mentale ou... Énormément. Beaucoup d'agitation mentale, de l'angoisse, de me dire ah, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps? D'être désorienté un peu. C'est de pas savoir quoi faire tout d'un coup. Et du coup, de continuer à m'agiter sans trouver le moyen d'attraper par un bout ce temps et d'en faire quelque chose. Mais ça, c'est pareil. J'ai appris à composer avec ça. Et donc maintenant, j'essaie, comme pour la méditation, de ne pas résister. Donc si je vois que j'arrive pas à me concentrer, que je suis dans une espèce d'agitation pas possible, j'essaye pas, je vais me balader. Tu lâches prise finalement. Ouais, je prends un bouquin, j'accepte en fait que le temps ne doit plus être utilitariste
Ce qui est difficile, hein, puisqu'on est dans une forme de capitalisme intériorisé qui fait que on a l'impression qu'il faut produire, qu'il faut pas perdre de temps, qu'il faut... Et en fait, bon, moi je pense que c'est atroce pour tous les êtres humains, mais pour la création, c'est vraiment absolument délétère. Au final, aujourd'hui, même quand tu es à Paris, quelle place a le silence dans ton quotidien? Wow, pas assez, ça c'est sûr. Pas assez. J'ai besoin de silence dans l'absolu. Que pareil, c'est pas facile d'en trouver, donc chez moi. Mais après, avec ma compagne, souvent on s'échappe aussi. On va à Fontainebleau randonner ou forêt de Rambouillet. Mais j'ai aussi besoin de silence, qui est pas du silence total, mais en tout cas de solitude, quoi. C'est ça qui est difficile justement là à Change Now. C'est des gens qui me parlent en continu. En fait, au bout d'un moment, moi, Tu satures. ah ouais, je pète un câble. J'ai besoin que personne me parle pendant un certain nombre d'heures dans la journée. Ça, c'est sûr. Et tu vas même plus loin aujourd'hui. Il y a une phrase que tu as dite qui m'a beaucoup marquée. Tu dis on est réduit à des producteurs-consommateurs. Et ça ne donne pas beaucoup de sens à la vie. Quel lien finalement tu fais entre nos crises de sens, de plus en plus généralisées, et la crise écologique? Bah, pour moi, elles sont intrinsèquement liées. De toute façon, pour moi, la crise écologique est une crise spirituelle au sens d'une crise de sens. Et c'est justement par là, à mon avis, qu'on a besoin de reprendre les choses, c'est-à-dire se demander à quoi ça sert tout ça. J'ai fait une chronique récemment sur France Inter là-dessus, sur le temps qu'on a besoin de travailler pour pouvoir s'acheter des trucs. Parce qu'en fait, il y a une entreprise qui s'appelle Bonial, qui a fait une infographie hyper drôle. Enfin, hyper drôle, hyper flippante en fait. Il vaut mieux en rire. Où ils ont regardé en fonction du salaire médian d'un certain nombre de professions, combien de temps il faut que tu bosses pour t'acheter un café, un smartphone, une télé, une voiture, une maison. Et tu peux rentrer évidemment dans ce que tu gagnes en brut par an, et puis ça va te dire... Et donc en moyenne, je regardais qu'avec le salaire médian en France, il faut bosser 15 ans de sa vie et donc consacrer tout l'argent qu'on a travaillé pendant ces 15 ans pour en gros s'acheter ce que tout le monde a à peu près chez soi et le renouveler, parce qu'en plus les gens le renouvellent. Et là tu te dis mais ça va pas. Enfin, et en même temps, justement, j'en parlais en contrepoint d'un livre que je suis en train de lire qui s'appelle Au commencement était de David Graeber et David Wengrow, qui sont anthropologues tous les deux. Bon, Graeber est décédé il y a quelques années, et où ils revisitent l'histoire du monde justement à partir d'un autre regard qui n'est pas le regard colonialiste de l'Occident. Et par exemple, où ils racontent les histoires des premières rencontres entre les Occidentaux et les autochtones en Amérique du Nord, et que les autochtones ne comprenaient pas pourquoi on vivait de cette façon-là, qu'ils trouvaient ça absurde, et que justement, eux, leur relation au temps, à la présence, au travail, était totalement autre. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans le livre, c'est qu'il raconte que, et c'est Benjamin Franklin qui raconte ça dans une lettre, que quand des autochtones étaient emmenés dans la civilisation occidentale, dès qu'ils en avaient l'occasion, ils se tiraient et retournaient chez eux. Et à contrario, quand des Occidentaux allaient vivre avec les autochtones, même quand ils étaient capturés, dès qu'ils ils voulaient plus partir. et quand ils retournaient dans la civilisation occidentale, ils disaient oh, mais c'est affreux, mais c'est pas possible. Ça nous agresse. Et donc, je pense que la crise de sens, c'est effectivement se poser la question, à quoi ça sert ? À quoi ça sert d'être sur cette planète ? À quoi ça sert d'être en vie ? À quoi ça sert cette civilisation ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Toutes ces activités-là, Change Now, faire des smartphones, construire des bagnoles, ça sert à quoi ? C'est pourquoi faire ? Qu'est-ce que ça dit de nous au final ? Toute cette agitation. Et puis ça veut aller où, en fait ? Parce qu'au final, et c'est ce que me disait justement ma psychiatre. Encore une fois. Merci. On va compter le nombre de fois. Elle me disait, vous savez, il y a une bonne façon de choisir ce que vous faites dans votre vie, c'est de faire les choix comme si vous les regardiez à partir de votre lit de mort. Quand vous serez sur votre lit de mort, qu'est-ce que vous allez regretter ? Est-ce que vous allez regretter de ne pas avoir travaillé comme un chien pour ne pas avoir gagné suffisamment d'argent, amassé suffisamment de biens, de trucs, d'objets, de bidules ? Ou est-ce que vous allez regretter de ne pas avoir passé assez de temps avec les gens que vous aimez,
de pas avoir assez passé de temps peut-être à apprendre des choses, à comprendre comment le monde fonctionne, à vous émerveiller, à créer, à vivre l'amour. Bon, bah, c'est assez vite fait, hein. Quand on s'imagine sur notre lit de mort, on comprend tout de suite ce qu'on va regretter. Et on est à peu près tous unanimes sur ce qu'on voudrait d'ailleurs. Bah oui. C'est universel. Et du coup, quand on compare ce qu'on voudrait avec ce qu'on nous propose, c'est-à-dire la société dans laquelle on vit et le truc dans lequel on est un peu enchâssé, bah on voit qu'il y a un sacré décalage quand même. Et ce sacré décalage, comme par hasard, effectivement, il se retrouve dans cette espèce d'effondrement écologique. C'est-à-dire qu'on est au bord de rendre cette planète inhabitable parce qu'on est dans une espèce de frénésie de production et de consommation sans limite pour faire marcher la croissance économique, finalement, pour enrichir quelques personnes qui ont mis en place une espèce de système justement capitaliste, néolibéral, qui leur permet c'est comme s'ils suçaient l'énergie de tout le monde en temps, en argent, en matière grise, pour faire grandir leur richesse. Et nous, pendant ce temps-là, on est comme des hamsters dans une roue à faire tourner le truc, sans jamais pouvoir s'en extraire, et en finissant par croire que si on est malheureux, c'est de notre faute. Et là, tu te dis, waouh, dis donc, c'est vicieux quand même, ce système, cette construction. Mais alors, une fois qu'on l'a identifié, comment est-ce qu'on se libère de l'aliénation de tous ces conditionnements ? Ben, d'abord, je pense en lisant, justement. C'est-à-dire que cette phase de la prise de conscience de l'aliénation, finalement, elle est vaste. Moi, j'ai l'impression d'avoir pris conscience de ça très tôt. C'est-à-dire que quand j'avais 15-16 ans, je me suis dit, waouh, ça va pas me plaire, là, cette histoire. 15 ans à l'école, enfermé dans un truc où on ne demande jamais mon avis, en gros, et on essaie de me gaver comme une oie avec tout un tas de connaissances que je ne sais pas comment absorber, pour ensuite que j'aille bosser pendant 45 ans. Donc, je pense que lire des gens qui ont travaillé sur le sujet, qui justement, typiquement, hein, ce livre de David Graeber, c'est passionnant. Hein. Prendre un pas de recul, c'est fondamental. Et ensuite, commencer à se poser la question de savoir ce qu'on a envie de faire de cette existence, de ce petit laps de temps qu'on va passer sur Terre. Et donc de dégager un peu du temps de rien pour pouvoir laisser émerger des choses. Parce que c'est pas facile de passer du tout au tout. Mais parfois, se libérer une journée dans la semaine, se mettre à 4/5e et se dire, bon, j'essaie de réduire ma dépendance à l'argent pour pouvoir me libérer du temps. Et à l'intérieur de ce temps, laisser advenir des choses nouvelles et petit à petit faire sécession. C'est-à-dire refuser de continuer à jouer à ce jeu-là. Mais ce qui est parfois épineux aussi dans ce jeu-là, c'est que oui, c'est des conditionnements. Et à la fois, on se fait prendre aussi dans notre propre piège parce qu'on cherche à se prouver des choses en faisant, en accumulant. Et finalement, c'est une manière de ressentir qu'on existe. Pour quelqu'un, ça vient combler et apaiser notre besoin de sécurité. Et toi, le premier, toi, tu l'as projeté dans ton engagement et dans la forme que tu mettais à ton engagement avant que tu réalises qu'en fait, tu essayais déjà de te sauver toi-même et de te prouver des choses à travers cet engagement. Bah, ça, après, ça demande de travailler un peu sur soi. C'est-à-dire que moi, j'avais pas conscience de ce qui m'était arrivé, du fait d'avoir été violé. Et j'en ai pris conscience quand j'ai fait un burn-out et que j'ai fait une thérapie et que dans le cadre de cette thérapie, il y a des images qui sont remontées. En fait, c'est le principe de la mémoire traumatique, c'est-à-dire d'opérer une forme de dissociation à un moment. C'est-à-dire que quand on vit un événement trop violent, trop difficile, c'est comme si le cerveau disjonctait comme un disjoncteur électrique. Parce que, en fait, le corps se met à sécréter de l'adrénaline en trop grande quantité, et donc on risque l'arrêt cardiaque. Donc, pour se préserver, le corps fait péter les plombs. Et ça fait que le cerveau n'imprime plus, donc on dissocie. Donc c'est ce qui se passe, par exemple, pour les femmes qui se font violer ou agresser, qui ont l'impression de plus être là, en fait, de plus être dans leur corps. Et après, du coup, on perd la mémoire. Et ça revient, et quand ça revient de façon brumeuse. Et donc, j'ai travaillé en thérapie pendant des années, et je continue. Et j'ai pris conscience de ça, qu'en fait, à un moment, j'avais eu le sentiment
que je n'existais plus, que j'étais complètement écrasé, que j'avais volé en éclats. Que mon existence était niée à un point qui faisait parce que quand je l'ai ressenti, j'avais l'impression que je me désintégrais. Et donc j'ai compris qu'après, une grande partie des efforts que j'ai fait dans ma vie a consisté à me prouver que j'existais, en fait, et que j'avais le droit d'exister. Et donc, je suis allé vers des métiers à la fois de public, pour avoir le regard des autres qui valide le fait que j'existe. Donc j'ai fait des études d'art dramatique. Et puis petit à petit, j'ai aussi commencé à faire des choses qui avaient trait à l'engagement. Parce que je ne le savais pas à ce moment-là, mais j'avais quelque chose à réparer. J'avais comme quelque chose qui était brisé en moi. Et donc, j'avais cette espèce de pulsion à « Ok, il faut que je répare les problèmes là ». Dès que je voyais un problème, je me disais bon, il faut faire quelque chose. et en fait, cette espèce de mélange entre ce besoin de reconnaissance et ce besoin de réparer fait effectivement tomber plus facilement dans des espèces de syndrome de sauveur et de chevalier blanc et qui est Et c'est sans fin. Sans fin. Et aujourd'hui, avec le recul que tu as et toutes les séances de psychothérapie que tu as faites, c'est très cher. Est-ce que tu dirais que l'engagement, il t'a consolé ou il t'a abîmé? Je pense un peu des deux. Enfin, je pense que l'engagement m'a, dans un premier temps, plutôt abîmé, à vrai dire. Parce que j'étais un peu engagé pour des mauvaises raisons et que j'avais trop d'angles morts, justement, sur toutes ces souffrances et toutes ces failles. C'était marrant, là, parce que tout à l'heure, donc on a fait une table ronde avec Valérie Masson-Delmotte, Pierre Larouture et tout ça. Et après, il y a des activistes qui sont anti-technologie qui sont montés sur scène et qui m'ont interpellé. Enfin, bon, j'étais plus sur scène, mais en me faisant dire des trucs que j'avais pas dit d'ailleurs, mais bon, peu importe. Mais au-delà de ce qu'ils disaient et de ce qu'ils disaient de moi, je les regardais. Et en fait, je voyais ce truc. Déjà, ils étaient hyper stressés. Je comprends, hein, c'est vachement stressant. Puis tu arrives dans un événement en plus. Tu viens t'insérer dans un truc où t'es pas vraiment le bienvenu et les gens ont pas vraiment choisi de t'écouter. Donc, et ils étaient dans un truc qui sont beaucoup les militants, genre ouais, très colérique. Très colérique et en fait très à fleur de peau. Et en fait, moi j'ai rencontré énormément de gens comme ça dans le militantisme qui sont hyper fragiles. Et donc, cette fragilité, d'une certaine manière, leur donne une sensibilité plus grande au fait que cette société marche sur la tête. Et donc, ils vont plus facilement comprendre, avoir l'intuition qu'il y a un truc qui ne va pas. Et donc, il faut en tout cas, se rebeller, se révolter, trouver une façon de sortir de ça. Mais comme ils n'ont pas non plus la capacité, ou eu la possibilité dans leur vie de soigner un tout petit peu toutes ces blessures, du coup, ça se fait dans un truc à la fois maladroit, à la fois douloureux et qui paraît comme ça. Et donc là, je voyais les gens qui les regardaient, qui étaient là genre, voilà, ça n'a pas l'air d'aller. Et en fait, ils se rendent pas compte que dans le langage corporel et dans la façon dont ils procèdent, les gens se disent plus, bah dis donc, ça n'a pas l'air d'aller très fort, plutôt que d'entendre ce qu'ils racontent, qui est intéressant en plus. Et donc, c'est vrai que tout ce militantisme-là, moi, je l'ai vachement vécu. Et après, en fait, ce qui m'a plutôt soigné, c'est de retourner vers la création. En fait, quand j'ai fait le burn-out, je me suis rendu compte, je me souviens de cet événement-là. En fait, j'allais voir un concert de Rufus Wainwright, qui est un chanteur, un auteur-compositeur canadien que j'aime beaucoup, et qui faisait une carte blanche à la Cité de la Musique, à la Villette, à Paris. Et il a vraiment ce truc quand il est sur scène de cette espèce d'hyper-présence, justement, qui est incroyable. Et donc, il était tout seul avec son piano, et moi, je le regardais, et ça me bouleversait parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais dans une frustration créative qui était tellement forte que je suis sorti de la salle, j'ai fondu en larmes, et j'ai dit à la mère de mes enfants, à ce moment-là,
Si je me remets pas à créer, je vais crever en fait. Je ne peux pas, je peux pas continuer à vivre comme ça. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai fait une thérapie. J'ai démissionné de tous les trucs que je faisais qui étaient un peu activistes, genre je dirigeais un mouvement qui s'appelle Colibri, je dirigeais un magazine qui s'appelle Kazen. J'ai tout arrêté. J'ai publié un recueil de poèmes à la table ronde qui s'appelle Assis sur le fil et je me suis mis à faire de bain. Au final, tu t'es rapproché de la beauté. Bah, je me suis rapproché en tout cas de ce qui dans l'art te reconnecte à ce qui donne du sens à ta vie. Enfin, moi, l'art a cette fonction-là pour moi, à la fois quand j'en fais et quand j'en reçois. Quand je reçois un tableau, un poème, un film, bah, si ça me bouleverse, à ce moment-là, je me sens plus vaste et je me sens à un endroit où je retrouve du sens à l'existence. Et donc, à un moment, j'ai eu envie de relier les deux et de me dire, bah, est-ce que je peux créer et donc faire quelque chose qui redonne du sens à ma vie, qui me donne de l'énergie, qui me fait me sentir vivant, et en même temps que cette création, elle participe à l'engagement que j'ai aussi besoin d'avoir parce que c'est trop anxiogène pour moi de rester les bras croisés à rien faire alors qu'il y a un truc affreux qui se passe. Ça, je peux pas y arriver, mais c'est pas héroïque, c'est juste que je suis trop anxieux. Et dans ces nouvelles formes de création, est-ce que tu ressens encore aujourd'hui le besoin de prouver d'exister ? En fait, je ressens de moins en moins le besoin d'exister, par exemple, dans les médias. Je sais que depuis 2 ans et demi, j'ai beaucoup réduit ma présence médiatique. En fait, je fais une chronique sur France Inter toutes les semaines. Et c'est plus ou moins tout ce que je fais depuis 1 an. Et ça me va très bien. Et c'était volontaire de réduire ? Ouais. Ouais, parce que j'en pouvais plus. Honnêtement, entre fin 2015 et fin 2021, je dirais, j'ai fait un nombre de médias délirant. Enfin, je veux dire, j'ai passé mon temps à répondre à la moindre interview, le moindre média qui me demandait mon avis sur X ou Y. Et là aussi, il y avait un truc de besoin d'exister et de peur de disparaître, en fait, si j'étais plus dans tous les médias comme ça, etc. Et ce qui m'a soigné, c'est pas forcément la création, c'est plus l'amour, en fait. Je suis tombé amoureux en 2022 et en fait, la relation que je vis actuellement, j'ai l'espace de vivre l'amour, de prendre du temps pour l'amour. Et ça m'a vachement soigné. Ça m'a énormément fait redescendre de ce truc de... En fait, c'est comme si le fait de me sentir comblé, au sens propre du terme, comme quand tu combles un trou, bah, ça a un peu comblé mon trou, tu vois. Mon trou qui était cette espèce de puits sans fond où il fallait... être visible. Voilà, chercher de la reconnaissance, de la reconnaissance et de la reconnaissance. Et donc ça va mieux. En revanche, dans la création, j'ai parfois encore des tourments de légitimité, enfin, ça, de toute façon, c'est propre à la création. Tous les artistes sont comme ça. Est-ce que je vais y arriver ? J'en parlais l'autre jour avec mon ami Pierre Ducrozet, qui est romancier. J'en parlais aussi avec Nicolas Mathieu, qui est romancier aussi. Et où on se disait, en fait, à chaque fois que tu recommences un livre, c'est comme si tu n'en avais jamais écrit, quoi. Tu as vraiment l'impression de recommencer le truc du début. Et un film, c'est un peu pareil. Enfin, il y a un peu d'expérience, mais fondamentalement, à chaque fois, tu te dis... Oh, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que ça va intéresser les gens ? Est-ce que ça va servir à quelque chose ? Est-ce que c'est pas un livre de plus ? Est-ce que c'est pas un film de plus ? Et à la fois, c'est super. Hein. Il faut se poser toutes ces questions-là parce que sinon, ça serait moins bien. Je pense qu'il faut être dans cette espèce d'urgence et de danger, de fragilité pour que ça soit plus réussi. Il y a aussi, j'imagine, une certaine forme de pression où les gens t'attendent aujourd'hui. Tu as une certaine reconnaissance, on t'idolâtre, tu es visible, Cyril Dion, waouh. Et donc, une fois que tu as mis, entre guillemets, la barre aussi haute, tu peux aussi ressentir, encore une fois, une anxiété à se dire, comment est-ce que je maintiens cette barre aussi haute pour que les gens ne soient pas déçus de ce que je propose. Et tu parlais des livres, du cinéma, tes documentaires, mais ça peut aussi être en conférence, tu vois, de gens qui viennent te voir peut-être pour la première fois et qui attendent à ce que Cyril aujourd'hui lâche la grosse punchline qui fait trop du bien. Et en fait, peut-être qu'aujourd'hui, t'es pas inspiré, que tu vas dire des choses banales, tu vois. Et... Aujourd'hui, d'ailleurs, c'était pas terrible. C'est beaucoup mieux là. Ouais, ça existe, évidemment. Et ça existe d'autant plus que la première
quasiment la première chose que j'ai faite, si on accepte le recueil de poèmes. Et de toute façon, un recueil de poèmes, tu t'attends pas vraiment à ce que ça ait un succès délirant. Mais bon, oui, le premier film que j'ai fait, il a eu énormément de succès. Donc, en Et fait, tu cherchais pas ce succès en plus. bah, j'avais envie que ça marche quand même, puisqu'on faisait ça pour que ça ait de l'impact. Mais on était hyper étonnés. Enfin, moi, je me souviens encore avoir été dans la salle de montage à leur dire mais qui va aller voir ce truc? C'est chiant. Enfin, tu vois, ça parle de monnaie complémentaire, d'énergie renouvelable, de démocratie. Genre, mais personne va aller voir ce machin, quoi. Et il me disait, bon, tu nous saoules, finis-le, finissons le film et puis on verra plus tard, quoi. Et en fait, c'est vrai que quand t'as fait ça, et Mélanie Laurent me disait ça à l'époque, elle me disait, t'habitues pas parce que ça va pas être comme ça tous les coups, hein. Tiens, c'est pas à chaque fois que tu sors un film, tu fais 1 million au cinéma et t'as un César. Et d'ailleurs, et c'est vrai. oui, c'est pour ça. Comment tu as vécu la sortie de Animal, donc ton 3e film? Après-demain, il y a eu Après-demain, et après il y a eu Animal, qui a fait beaucoup moins d'entrées. Comment est-ce que tu l'as vécu? Ben, déjà, j'ai mis beaucoup de temps à le faire, parce que justement, il y avait une espèce de truc très intimidant à y retourner, quoi. Justement en me disant de toute façon ça sera déceptif, de toute façon ça va moins bien marcher. Et ensuite le truc c'est que Animal, il est sorti au moment du Covid, donc en fait on a fait moins d'entrées, mais on aurait dû quand même en faire plus. C'est-à-dire que en gros on a sans doute fait 2 fois moins d'entrées que ce qu'on aurait fait si on avait été dans une période normale du cinéma. Il y avait de l'ordre de 40 à 50% de moins de fréquentation dans les salles. Mais malgré ça, bon, le film a été à Cannes, il a fait 250 000 entrées, ce qui était vraiment très bien dans la période, ce qui était plus que plein de fiction. C'était le 2e meilleur documentaire dans l'année après La Panthère des Neiges. Il a gagné 10 prix dans des festivals internationaux, il est sorti dans une dizaine de pays. Il y a un moment, il faut que j'essaie de me calmer, quoi. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire que je suis obligé de me dire ces trucs-là. Et tu vois, genre, on en parle avec des copains réalisateurs ou réalisatrices qui disent, mec, tu vois, tout le monde, 95% des gens qui font des documentaires, genre, ils rêveraient de ça, tu vois, d'avoir tout ça. T'es nommé au César pour les meilleurs documentaires. Donc tout va bien. Enfin, tu vois, genre, Tout va bien. Ça va. Et puis, maintenant que j'ai réussi à prendre un peu de distance avec ça, je me dis, bah, c'est chouette, j'en ai fait un qui a moins bien marché, donc maintenant, je suis libéré, en fait, du truc. Et puis, si je regarde les choses avec distance, je pense que je suis presque plus fier d'Animal que de Demain en termes de qualité cinématographique du film. Je trouve que c'est plus abouti. Bon. Et après, ça a moins rencontré le truc de Demain, en fait, c'est que c'est toujours comme ça. Un film qui marche, il rencontre une aspiration des gens à un moment. Il arrive au bon moment. Cyril, est-ce que tu te sens à ta place aujourd'hui? Ben, plutôt, de plus en plus. Et j'ai l'impression que plus je vais, justement, plus j'essaye de m'extraire d'une forme d'activisme frénétique, et plus je vais vers la création. Et là, c'est vrai que, par exemple, ces dernières années, j'ai publié que des livres de poèmes. Mes 3 derniers bouquins, c'est des livres de poèmes. Plus je me sens serein. Je regarde maintenant, parce qu'évidemment, c'est un tout petit milieu, donc on se connaît tous. Et parfois, on est même très amis. Moi, je suis très ami avec Camille Etienne, par exemple. Qui était dans les 10 premières invités de ce podcast, ouais. Il y a 4 ans, quoi. 5 ans. Et je vois Hugo Clément, ou même je vois des journalistes comme Salomé Saké, qui sont dans un truc partout tout le temps, frénétique un peu. Et en fait, moi, j'ai été comme ça, à fond. Et quand je les regarde maintenant, je me dis, bah, génial que quelqu'un d'autre le fasse, mais moi, j'ai plus du tout envie de retourner à ça. Et je pense que je pourrais plus, d'ailleurs. Je pense que je supporterais plus. Parce que ça crée trop d'anxiété. Et c'est une question qui est très franche. Mais si c'était à refaire, est-ce que tu aimerais être autant visible, autant reconnu? Est-ce que ça empiète pas sur la liberté au final? Ben oui, ça empiète sur la liberté, dans plein de moments.
Ça empiète dans ma liberté quand je me balade dans la rue, parce que je vois les gens qui me reconnaissent, qui m'observent. Quand je vais faire mes courses, des gens qui regardent ce que j'achète. L'autre fois, j'étais à mon balcon, parce que je réhabite à Paris là depuis 3 ans. Et j'ai pas c'est même pas un balcon, mais c'est une petite avancée de fenêtre. Et l'immeuble en face de chez moi, j'entends les fenêtres ouvertes, et c'était, je sais pas, 5-6 personnes, ils avaient l'air d'avoir 25 ans ou 30 ans. Et ils disaient, ouais, il y a Cyril Dion qui habite en face et tout. Et j'étais là, oh, vas-y. Et à un moment, ils se retournent et ils font, ah, il est là, il est à la fenêtre et tout. Et, oh, putain, je rentre et tout. Je ferme la fenêtre, j'étais là, mais non. Et en plus, et je me dis, et maintenant, en plus, genre, ils vont me checker, quoi. Enfin, donc ça c'est un peu oppressant quand même. Un petit peu. J'essaie de pas trop y penser, à vrai dire. Mais bon, quand même. Mais ce qui est difficile, c'est que, en même temps, c'est cette notoriété-là qui me permet de faire ce que je veux. Moi, j'ai toujours rêvé, depuis que j'ai 13 ans, je dis que je veux être écrivain. J'ai toujours rêvé enfin, j'ai toujours senti que j'avais besoin de créer, d'être un artiste. Et quand t'es un artiste, bah, t'as besoin quand même d'avoir des gens qui Qui te lisent tes suivent, livres, qui te qui vont voir lisent. tes films, qui achètent tes tableaux éventuellement. Et donc, cette période de être partout tout le temps, est-ce qu'elle est nécessaire au final? Est-ce Non, qu'aujourd'hui, ce non. temps long, peux te le permettre parce Oui. que tu as une certaine assise du fait que tu as beaucoup donné en énergie avant? Mais je sais même pas si c'était nécessaire avant, en fait. C'est-à-dire que j'ai aussi perdu beaucoup de temps à faire ça. C'est-à-dire que j'aurais peut-être fait Animal plus tôt, et j'aurais peut-être déjà fait un autre film. Et puis, et j'ai perdu beaucoup de temps à. Bon, après, c'était pas que du temps perdu, parce que ça a été utile, j'espère, en tout cas, en termes de message à faire passer. Mais je vois bien qu'il y a plein de gens que j'adore, qui sont super. Je sais pas, j'adore Justine Triet ou Swan Arlo, ou j'en sais rien, ou Tarantino. Ils sont pas toutes les 5 minutes en train d'aller répondre à des interviews sur BFM. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc, non, je pense que c'est pas du tout utile. Aujourd'hui, elle ressemble à quoi une journée de Cyril Dion? Bah, ça dépend des périodes. Il y a des journées où j'écris, donc je me lève, j'essaie de faire un peu d'exercice pour réveiller le corps, parce qu'en fait l'écriture c'est physique, et en fait c'est difficile d'écrire quand on est... je prends un petit déjeuner protéiné, avec des œufs souvent. Et, et j'essaie de m'y mettre sans avoir eu trop de pollution mentale. C'est-à-dire que si je me mets à trop écouter la radio ou à trop regarder mon téléphone, bah, je perds quelque chose de cette espèce de brume qu'il y a dans mon cerveau, qui est encore un peu vierge de toutes les stimulations externes. Et j'essaie d'écrire 2-3 heures dans la matinée, 2-3 heures dans l'après-midi. Et après, il y a des journées où j'ai des rendez-vous, où il y a des journées où j'ai des séances d'écriture, parce que j'écris une mini-série là, de fiction, et donc on écrit à plusieurs. J'adapte un roman justement de Pierre Ducrozet, donc pareil, on a des séances de travail, je peux avoir des rendez-vous à la prod. Et puis il y a d'autres moments où là, on va se mettre à tourner, a priori, le documentaire qu'on fait avec Paloma Moritz sur la démocratie et l'écologie à l'automne. J'ai vachement hâte de cette période, parce que là, je sais que quand je vais tourner, je vais faire une seule chose à la fois. Et quand je vais monter aussi. Et ça, c'est trop le bonheur. Qu'est-ce que le mot émerveillement t'inspire? Pour moi, c'est indispensable, quoi. Je pense qu'on peut pas vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue sans s'émerveiller régulièrement. Et il reste 2 petites questions de la fin que je pose toujours. La liberté, c'est quoi pour toi? La liberté, c'est la possibilité d'être la personne qu'on a choisi d'être, ou qu'on choisit d'être en tout cas, qu'on veut choisir d'être,
dans un monde qui laisse de la place à ça. Tout en étant capable justement de poser des limites qui protègent chacun dans sa liberté et dans son intégrité. Et je trouve que ce truc de dire la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres, moi ça me va. Enfin, il y a des phrases un peu définitives comme ça, comme la règle d'or du rabbin Hillel, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Moi ça me va. Ça te va. Et toi, tu es libre aujourd'hui ? Ben non. Je sais pas si on peut être totalement libre un jour dans sa vie, mais je suis plus libre qu'avant. Je suis moins enfermé justement dans mes souffrances, mes névroses. Je pense que je suis moins enfermé dans des structures et des carcans sociaux aussi. Et c'est quand même la belle, la beauté de vieillir, c'est que théoriquement on s'améliore un peu. Donc j'ai des moments de liberté beaucoup plus fréquents et plus intenses. Et j'espère que ça continuera comme ça, de plus en plus. Et la question signature du podcast, quel message tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent ? Profitez de chaque moment de votre vie. Ça va vite. Si vous êtes plus vieux que moi, vous le savez encore mieux que moi. Si vous êtes plus jeune, vous allez voir, ça va de plus en plus vite. Chaque instant est extraordinairement précieux. Et c'est vraiment le truc de Carpe Diem, c'est pareil, ça me va aussi. Cueille l'instant présent, tout le temps. Que ça soit justement... En fait, c'est vraiment le truc de choisir ce qu'on est en train de faire. Si on est dans une situation, choisir qu'on est là et pas ailleurs. Ça donne de l'épaisseur à l'existence. Et pour moi, c'est peut-être une des clés d'une forme de bonheur en tout cas. Et merci d'avoir choisi ce moment, Cyril. Merci pour tous tes partages. Merci à toi. Si ce moment t'a plu et nourri, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify, ou à faire une story sur Instagram en identifiant Nouvel Oeil et mon invité de la semaine pour que l'on puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux suivre au quotidien mes aventures directement sur Instagram ou le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.